Bonjour à tous et bienvenue sur Concrètement. Comme vous le savez maintenant, ce podcast a pour utilité de mettre en lumière des vrais parcours, de ceux qui ont réussi certes, mais aussi de ceux qui essaient. Et ça, j'en fais partie. Entrepreneuse depuis plus d'1 an, je vous propose entre chaque invité de faire une petite parenthèse sur des expériences, des fails, des décisions qui m'ont menée sur cette voie, encore en construction certes, mais si c'est pas du bonheur, croyez-moi, ça y ressemble. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer comment les maths ont failli avoir ma peau. Je veux dire comment une mauvaise expérience scolaire peut influencer à grande échelle sur toute votre vie. Car oui, comme vous le savez, on a beau être baby boomer, X, Y ou Z, les maths, cette matière noble, reste un critère phare de distinction, de QI supérieur, d'une logique indiscutable et surtout, indice de réussite sociale évident pour tous les parents d'enfants en maths du monde. Moi, j'ai fait et je fais toujours du commerce. Vendeuse, chef de secteur, responsable grand compte et manager commercial avant de lancer ma propre boîte. À l'évidence donc, selon les parcours implacablement tout tracés de l'éducation nationale, vous vous dites que les maths et moi, c'est une grande histoire d'amour. Trêve de suspense. Je suis une littéraire. Oui, vous entendez bien, une littéraire. Quoi ? Ces personnes plutôt, entre parenthèses, féminines, dit le cliché, qui savent lire et écrire, mais qui savent pas compter ? Mais comment est-ce possible ? Je vais vous raconter. Jusqu'en 6e, donc entrée du collège, je n'avais jamais eu de problème particulier avec les maths. Addition, soustraction, multiplication et division étaient des exercices obligatoires, mais pas pénibles, leur apprentissage nécessitant concentration, mais très peu de labeur. Bref, tout allait bien, jusqu'à mon entrée en 5e. Car en 5e, je précise, à mon époque, on abordait un nouveau programme. Des fractions, je crois, l'arrivée de X, il me semble, et un début de physique-chimie. Mais le X surtout, c'était mon nouveau prof. Appelons-le Monsieur Hervé. À l'époque, Monsieur Hervé avait tout du prof un peu fatigué, sa carrière était plutôt derrière lui, il traînait sa blouse blanche d'une classe à l'autre sans jamais s'en départir, et elle renvoyait la lumière dans ses cheveux blancs mi-longs, coiffés aléatoirement selon le sens du vent, un peu d'embonpoint et surtout une gouaille à la hauteur des paquets de cigarettes qui devaient circuler dans sa journée. Monsieur Hervé n'avait aucune patience et sa mauvaise humeur l'accompagnait jour après jour inexorablement. Il émanait de lui un caractère éruptif qui ne demandait qu'une question de traviole pour exploser. Et c'était bien là le point, il explosait. Dès la fin du premier trimestre, si vous aviez le malheur de sécher au tableau, de poser une question qui lui semblait non fondée, ou si vous vous hasardiez sur une réponse moyenne, vous aviez les possibilités au choix et cumulatives, soit d'être humilié publiquement, soit d'être arrosé de craie de tableau tiré façon sniper, ou en cas d'éruption non contenue, de vous recevoir le tampon en pleine poitrine. Petite parenthèse pour les personnes qui écouteraient ce podcast mais seraient nées après 2000, le tableau à l'époque était noir, on écrivait dessus à l'aide d'une craie blanche et on effaçait le même tableau avec un tampon. Bref, tenter d'aller au tableau ou de répondre à une interrogation orale était assimilé à une épreuve surhumaine où vous alliez forcément laisser quelque chose de vous jaisir au sol, éparpillé, éclaté en 1000 morceaux, et souvent, c'était votre ego. Bim, point 2, l'ego. C'est en regardant mes petits camarades se faire torturer chaque jour que mon cerveau a commencé à surchauffer, voire à vriller complet. Il faut savoir qu'avec mon petit caractère, il m'était insupportable d'imaginer pouvoir devenir, moi, une victime humiliée, humide, traumatisée de Monsieur Hervé. À chaque cours, mon cerveau se mettait en mode survie, le stress commençait à me terrasser, la panique me gagnait, bref, plutôt mourir que d'aller au tableau. Est-ce que vous avez déjà essayé de courir poursuivi par un ours tout en essayant de résoudre une équation ? Non, parce que c'est exactement les messages que recevait mon cerveau pendant ces périodes. Autant dire que plus rien ne pénétrait, mon cerveau était complètement fermé, au cas où il eut à ordonner une fuite imminente. Bref, au bout d'un moment, j'avais trouvé la stratégie parfaite pour ne prendre aucun risque, lâcher complètement les 3 matières scientifiques qu'enseignait ce prof. Car tant que je répondais que j'avais rien fait, rien compris, j'avais droit à un regard qui me laissait une grande tranquillité. Celui du regard compatissant sur le cerveau féminin. Vous savez, celui qui dit « De toute façon, absolument pas construit pour suivre ce type de leçon, laissons-la tranquille. » Il semble que cette année-là, ma mère ait demandé un rendez-vous avec le professeur, s'inquiétant de la situation. Le verdict était donc tombé de la bouche de ce professeur tout-puissant. « Votre fille est nulle en maths. »
Point, fin de l'analyse et du diagnostic imparable et non discutable de celui qui sait et qui est porteur de lumière. De ce jour donc, mon procès ayant conclu à une incapacité handicapante à la logique scientifique, plus personne n'essaya de m'intéresser au sujet, et après avoir failli redoubler ma troisième à cause de ces maudits mathématiques, je finis par entrer en seconde humaniste. En seconde donc, on multiplia mes heures de français, de langue, et on commença à parler philo tout en réduisant drastiquement les matières scientifiques. Je suis d'ailleurs extrêmement reconnaissante à cette filière qui n'existe plus de m'avoir accueillie, car non seulement mon ego ne se serait jamais remis d'un redoublement, mais en plus, cela m'a permis de tracer jusqu'au bac en brillant dans certaines matières, conservant ainsi une confiance en mes capacités, ce qui me semble être en fait le socle de la réussite d'un élève. Bon, revenons à la filière littéraire. En première, le prof de maths nous jouait de la guitare, et en terminale, un des exercices de bac consiste à identifier un taux d'alcoolémie sur une heure donnée en fonction d'une heure indiquée en abscisse. Tout ce petit monde m'avait donc, moi et mes autres camarades, catalogué arithmophobe et nous avait bien préparé à ne surtout jamais envisager une quelconque carrière comprenant la moindre manipulation de chiffres. Et si vous aviez la chance de passer par le bureau d'orientation, 4 voies majeures s'offraient à vous: journalisme, droit, communication ou prof de français. En tout cas, une filière où on vous demande de parler et d'écrire. Après le bac, je me souviens d'avoir tenté le CELSA, École des hautes études de communication parisienne. Comme ça, au culot. Je vous rappelle qu'à cette époque, l'information était une denrée rare, puisque Google n'existait pas. Votre destin était donc lié aux personnes de votre entourage proche qui vous accompagnaient dans vos démarches. Et en ce qui me concerne, moi et moi-même. Personne n'ayant pensé à m'indiquer à un quelconque moment qu'il fallait une préparation à ce prestigieux concours, je me retrouvais donc à tenter un examen extrêmement difficile, fait pour les littéraires sur le papier, mais qui demandait, parmi d'autres questions QCM, de résoudre des équations mathématiques et des formules chimiques, en réalité. Bref, je me retrouvais donc une nouvelle fois bloquée à cause des maths, et j'optais donc pour un BTS communication. Puis je terminais mes études au détour d'une licence à l'école supérieure de publicité à Paris, avant de me rendre compte lors de mon stage de fin d'année que la communication et la pub, c'était pas du tout ce que je voulais faire. On a tous des rêves d'enfant, non ? Moi, je voulais ressembler à Cindy Crawford. Non, rigolez pas physiquement évidemment. Non, je voulais lui ressembler dans cette pub pour un shampoing dans les années 90, quand elle porte cette robe blanche ultra moulante en talons hauts. Vous en souvenez pas ? Même les nuls l'avaient reprise, elle était au bout d'une table de réunion dans un gratte-ciel et elle distribuait des grands papiers blancs à des messieurs en costume cravate. Bref, elle était chef, un super chef qui déchire, d'un département qui balance du style, le service commercial. Et au fond, c'est ça que je voulais faire. Alors j'ai passé des entretiens collectifs pour entrer dans une école de commerce, Porte de Champéret. Conclusion, recalé. Commentaire du prof, n'a aucune aptitude au métier commercial, ne fera jamais de commerce, n'a ni les compétences ni les qualités. Mais alors, comment j'ai fait finalement pour faire du commerce ? Tout d'abord, j'ai commencé par prendre un job de vendeuse dans une enseigne de mode pendant mes études de com pour gagner un peu d'argent. Cette merveilleuse enseigne avait décidé d'investir sur ses équipes de conseillères en magasin en les formant aux basiques de la vente. La découverte, les 4C, savoir conclure. Et là, le choc. J'adore, je kiffe, je m'éclate. Puis, au printemps de ma licence de communication, ma mère remet mon CV sur un malentendu à un ami à elle qui travaille chez Mars. Vous savez, les barres chocolatées. Il donne mon CV au RH en demandant à ce que je sois reçue lors des entretiens collectifs. Ça, c'est ma première chance. Car si cette personne n'a pas le pouvoir de m'imposer, s'il a fallu que je me batte et que je fasse mes preuves, son intervention a tout changé. Car pour une fois, mon CV n'a pas été écarté, marqué du sceau « n'a pas fait d'école de commerce nul en maths », j'ai été reçue aux entretiens. Reçue un matin avec environ 50 autres candidats, tous sortis d'école de commerce ou de hautes études. Ils révisaient le cours du dollar et la conversion franc-euro dans les couloirs. J'étais atterrée, j'avais l'impression d'être un bouton de culotte au milieu des fermetures éclairs. Ce jour-là, j'ai été prise. J'ai été prise parce que je suis tombée sur le seul manager qui ne voulait pas juste une tête bien faite avec le bon parcours, il voulait une vendeuse. Et pendant l'entretien, il m'a demandé, devinez quoi ? De lui vendre son stylo. Et ça, vendre, j'avais appris dans mon magasin de vêtements. Et vous savez quoi ? J'ai travaillé comme une folle. Appris la formule de calcul d'une marge qui n'est ni plus ni moins qu'une soustraction et une division. Assimiler la lecture et le pilotage des PNL qui sont des suites d'addition et de soustraction. Éclater mes objectifs de chiffre d'affaires qui ne sont que les résultats d'un prix fois un volume. Et vous savez quoi ?
personne ne m'a jamais demandé de recalculer une formule avec un quelconque inconnu. Je n'ai plus jamais entendu parler d'identité remarquable. J'attends encore de pouvoir me servir du théorème de Thalès et je vous parle même pas de Pythagore. Dans mon dernier job, je pilotais 15 commerciaux grands comptes sur des marchés en pleine croissance, une rentabilité et des salaires. Oui, moi, la littéraire. Depuis, j'ai décidé de tenter l'aventure de l'entrepreneur et devinez quoi ? Toujours pas de Pythagore. Bref, les maths ont failli me tuer. Heureusement pour moi que j'avais conservé mon ego et ma confiance. Parce que ces 15 dernières années, ces deux-là m'ont plus servi que n'importe quel cours de maths passé le niveau de 6e. Alors, si toi aussi on t'a collé une étiquette parce qu'une matière n'a pas éveillé ton intérêt pour une raison ou pour une autre, sache que contrairement à ce que ta conseillère d'éducation te dit, il y a plein de sentiers, plus ou moins empruntés, qui mènent vers ta réussite. Le seul tronc commun que l'on trouve entre tous ces sentiers, c'est qu'ils te demanderont du travail, de la résilience et de la patience. Voilà. J'espère que cette histoire parlera à certains et voilà pourquoi je suis partisane des programmes sur mesure des lycées pour que l'éducation nationale pousse les talents et les aptitudes personnelles vers des réseaux rapides plutôt que de vouloir faire entrer toute une génération dans 3 tuyaux uniques et usés. Si je vous parle de tout ça, c'est que mon prochain invité a lui aussi un parcours un peu particulier. Je vous laisse le découvrir dès la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de faire ce que vous aimez. À bientôt.